Dans l'épisode précédent, nous avons fini les éléments techniques, monté des roues neuves et la voiture est prête à l'usage. Dans cet épisode, nous allons assembler l'extérieur avant la peinture et faire la toute première sortie promise. Bon visionnage. Nous nous occupons de l'installation des ailes en plastique. Tout autour, ici sur le montant près de la porte et le long du seuil, tout est clair. Ça se fixe comme la pièce d'origine. Il y a des pattes pour les vis. Ici, en bas, ça se fixe aussi à l'aide de cette glissière, avec 2 boulons. Il nous reste cette partie supérieure, le sommet de l'aile, qui pend dans le vide. Pour les fixer, nous avons plié de petites pattes en forme de sabre. Nous allons maintenant percer des trous dedans, insérer des écrous à sertir et les monter directement sur la carrosserie. La difficulté vient du fait que l'avant de la voiture est en aluminium. Nous ne pouvons pas les souder solidement, donc la fixation se fera par des boulons. Autrement dit, cette barre aura des pattes qui seront fixées au longeron et c'est sur cette barre que l'aile sera suspendue. L'aile est en réalité très rigide. Cette courbure qu'elle a est vraiment très épaisse. Mais pour être sûr, j'ai quand même décidé d'ajouter des barres supplémentaires par-dessus. Oui, en effet, de tels guides ne seront vraiment pas de trop. Même si les ailes sont déjà suffisamment rigides, une fixation supplémentaire reste nécessaire, car cela permettra d'aligner parfaitement les panneaux à leur place et d'obtenir au final des jeux parfaits, ce qui est très important dans ce genre de projet. Au final, après 5 heures de travail d'Andrei, on obtient cette beauté. On dirait vraiment que ça sort d'usine. Avant de coller définitivement notre coque sur la voiture, il reste encore quelques ajustements à faire, à savoir préparer les surfaces de jonction pour les grilles. C'est-à-dire que nous nous souvenons qu'entre la carrosserie de la voiture, le flanc et cette coque de Bugatti, il y a un espace où se trouve une grille à travers laquelle l'air circule pour refroidir les radiateurs arrière. Voici la surface sur laquelle la grille sera fixée. Ici aussi, nous avons des surfaces de jonction similaires afin de diriger le flux d'air plus haut au-dessus de la roue pour éviter que l'air ne pénètre sous l'arche dans le seuil afin qu'il n'y ait ni courant d'air, ni sifflement, ni turbulence. Et sur la carrosserie de la voiture, nous aurons les mêmes surfaces correspondantes. Ici, nous aurons une grille et voici justement l'endroit qui sera également sur la coquille. Ces 2 parties vont s'assembler et le flux d'air sera dirigé ici vers le haut, au-dessus de l'arche, puis soufflé vers le radiateur. On procède selon notre méthode préférée. On colle le PVC avec de la colle thermofusible, puis la fibre de verre et la résine polyester font le reste. Nous appliquons un après sur tous les éléments auxquels il sera bientôt impossible d'accéder. Nous avons appliqué un après noir, installé la moitié en fibre de verre, puis marqué précisément l'endroit de la jonction. Après le marquage, nous avons retiré la carrosserie et traité à l'abrasif les zones où la fibre de verre sera collée au cadre métallique. Nous avons poncé, dégraissé, puis appliqué un primaire autour du périmètre. C'est une composition qui permet de coller 2 pièces de façon permanente à l'aide d'un mastic pour vitrage. La technologie est simple, éprouvée et n'a pas été inventée par nous. C'est ainsi que tous les pare-brises sont collés. Le primaire a été appliqué. Bien sûr, c'est tout un art. Les joints sont parfaitement réguliers. Ensuite, tout autour du périmètre, nous appliquerons la colle directement sur place en soulevant notre gabarit et en passant le mastic. Mais à ces 4 endroits précis, à ces 4 points très précis et spécifiques, nous ne pourrons malheureusement pas y accéder. Donc sur le gabarit, là où le primaire a été soigneusement appliqué, nous mettrons une bonne couche de colle bien épaisse et cela sera ensuite collé solidement à cet endroit précis. Ensuite, en fait, nous suivons simplement le plan énoncé par Andrei. Pour l'instant, nous avons appliqué le mastic uniquement sur les endroits où il est absolument impossible d'accéder autrement. Sur le reste du périmètre, nous n'avons pas mis de colle, car elle se serait simplement étalée pendant l'ajustement. Et une fois que la coque est parfaitement positionnée, nous commençons à coller tout autour du périmètre. Impossible de faire sans les doigts, bien sûr. On fait tout ça avec les doigts. Encore une fois, point important. Ici, notre coque en plastique, tout comme le pare-brise, ne doit pas reposer sur le tube. C'est-à-dire qu'il y a ici un espace qui est rempli par la colle. Si notre coque en plastique repose sur le tube, elle va vibrer. Mais dans ce cas, nous avons une petite entretoise entre le métal et le plastique. Et notre colle va justement absorber cette vibration. Et tout ira bien. C'est exactement comme pour les pare-brises. Pour l'instant, nous avons une seule vis temporaire pour centrer toute la coque arrière et pour qu'elle ne glisse pas. Donc nous la retirerons ensuite. C'est une solution temporaire.
Alors maintenant, nous appliquons de la colle tout autour du périmètre et il y a un espace partout entre le métal et le plastique. Et là où la coque repose sur le tube, on la soulève un peu et on place de petites cales comme celle-ci pour qu'il y ait un petit espace comme lors du collage des pare-brises. D'accord. Voilà, elle se compresse et il reste un espace minimal. Et nous faisons pénétrer la colle là-dessous, sous le tube. C'est-à-dire qu'on le remplit bien pour que la colle ne soit pas seulement de ce côté, mais qu'elle ressorte aussi de l'autre côté. C'est pour ça que je mets beaucoup de colle. Et pour que ce soit solide, voilà, c'est bel et bien fini. Sania, apporte-moi les cartouches, s'il te plaît. Nous allons maintenant plier bagage. Bon, maintenant, je vais appuyer un peu dessus. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un espace, la colle circule. C'est-à-dire que notre plastique ne repose pas sur le métal. Ensuite, on continue de la même manière, mètre par mètre. L'opération de collage du gabarit à la voiture s'est déroulée avec succès. Nous avons utilisé 6 tubes de colle. Nous avons tout bien étanchéifié sur le pourtour. La colle va sécher pendant le week-end. 2 jours lui suffiront. C'est vrai, il polymérise en volume là-bas pendant presque 5 jours, si on peut dire. Il prend. Voilà. Et dès lundi, nous allons coller notre coque en fibre de verre avec le montant. Tout cela sera solidarisé avec du mat de verre. Ici et ici, le seuil sera également déjà d'un seul tenant avec la carrosserie de la voiture. Mais pour que cela devienne vraiment une seule et même carrosserie, il faut encore sacrifier quelques jours André. En fait, c'est carrément une semaine André complète qui est passée, mais c'est nécessaire et très important, car pour l'instant, c'était le dernier élément de la carrosserie qui n'avait pas encore été finalisé. Et pour être honnête, on ne comprenait pas vraiment à quoi allait ressembler cette transition au final. Je rappelle que nous travaillons complètement sans aucun plan ni modèle. Au départ, nous avions une image sous Photoshop. Ce n'est pas parfait, mais le projet a commencé il y a 3 ans. Nous n'avions pas d'autre choix. On a choisi d'agir sans attendre des conditions idéales qui n'arrivent jamais. En anticipant, cela c'était la bonne décision. Nous sommes contents des proportions, même si tout cela relevait de la loterie. La tâche suivante à laquelle nous avons été confrontés est la refonte du mécanisme du renne escamotable. Au final, le prototype a parfaitement fonctionné et nous le refaisons maintenant avec des matériaux appropriés à l'écran. Tout n'est pas si simple. Vous vous souvenez, nous avons intégré des fonctions supplémentaires dans le mécanisme, un mode anti-vandalisme et un mode d'accueil du propriétaire, exactement comme sur une Rolls-Royce. Et cela n'a pas été facile. Malheureusement, nous n'avons ni le budget ni le personnel de Rolls-Royce, donc nous devons sans cesse nous perfectionner et apprendre. Dans ce cas précis, Alexei a dû approfondir ses connaissances et suivre une formation de développeur Python. Nos prochaines étapes. Comme vous vous en souvenez, nous avons collé la coque il y a quelques jours sur notre cadre, sur notre tube. Et ici, là où arrive le pare-brise, un certain vide s'est formé. Nous avons comblé ce vide avec du filler. C'est cette substance blanche. Ensuite, nous avons plusieurs fois ajusté le pare-brise et affiné le raccord. Après cela, nous avons aligné le toit avec le pare-brise. Nous avons poncé ici la fibre de verre pour pouvoir en appliquer une nouvelle couche et la replier derrière ce rebord. Sinon, il y aurait probablement eu une fissure le long de cette jointure. C'est pourquoi nous allons recouvrir le rebord avec fibre de verre. Ici, on applique de la fibre de verre. Le toit était aligné au pare-brise, donc on a poncé ici pour recoller une couche. C'est du travail en plus, mais ça arrive. Pour les montants, pareil. Avant, je les ai renforcés, recouverts, collés. Ici, nous avions un gros décalage, donc nous avons poncé toute notre fibre de verre à cet endroit pour tout mettre à niveau. Ce que l'on voit ici, c'est le fameux mastic de finition. J'ai utilisé ce mastic pour façonner les formes, afin qu'il soit plus facile de mouler selon cet état rigide.
Et maintenant, nous faisons pareil. Nous collons notre toit au montant, les solidarisons, les réunissons en un seul ensemble. C'est la même histoire avec l'ouverture de la porte. Nous la relions au seuil avec la même composition, plusieurs couches de fibre de verre plus de la résine polyester. Notre moulage du toit en fibre de verre et résine polyester a séché. Ensuite, nous passons à l'enduit. On ne peut pas enduire un toit, direz-vous. L'enduit va se décoller du toit, direz-vous. Oui, vous avez raison, mais ce n'est pas le cas si le toit est en fibre de verre. La fibre de verre, c'est de la résine polyester. Notre enduit aussi est à base de polyester. Autrement dit, c'est la même base et croyez-moi, dans ce cas précis, je vous donne une garantie à 100%. Rien ne fissurera, ne se décollera ni ne cassera sur le toit. Pourquoi? Parce qu'il y a en effet derrière moi une petite expérience qui le confirme. Je suis d'accord avec Andrei. Difficile de contredire quelqu'un qui y a consacré sa vie, expérimenté. En effet, enduire un toit, c'est une idée plutôt douteuse, surtout s'il s'agit d'un toit en métal. L'enduit se détache assez rapidement d'un toit métallique, car le métal chauffe constamment, se dilate, etc. Avec la fibre de verre, c'est bien mieux, et si l'enduit est appliqué correctement, il ne lui arrivera rien. Du moins, c'est ce qu'Andrei nous assure. Une fois la surface préparée, nous appliquons la première couche d'enduit. Il est pratique de mélanger avec un couteau, mais il faut ensuite absolument tout remuer avec une spatule, car au fond, ici, il restera des parties non mélangées. Voilà, c'est bon, l'enduit est uniforme, on l'applique. On le frotte. Vous voyez, seules ces petites cavités sont enduites. Je déteste l'enduit de couleur verte, mais pour une raison, c'est celui d'aujourd'hui. Nous appliquons l'enduit en couches, en superposant de fines couches pour obtenir la forme souhaitée. Selon la technologie, par exemple, on applique d'abord de la fibre de verre, puis de l'universel, ensuite de la légère et enfin de la finition. Au final, on obtient une sorte de sandwich. Et tout cela, c'est selon la technologie. Sauf un détail. Quand on commence à façonner la forme, tous ces différentes couches ressortent. Tous ces enduits ont une dureté différente et ils se poncent différemment. C'est-à-dire que si en dessous, il reste toutes ces couches et qu'au-dessus, il y a de l'universel ou de la légère, vous poncez, tout est parfait. Vous obtenez la forme, ça se ponce facilement, c'est idéal. Mais quand ces bosses de différents enduits ressortent, oui, et qu'ils se poncent tous différemment. Au final, l'enduit léger s'use rapidement, tandis que celui en fibre de verre, évidemment, ne se ponce pas du tout. Et au final, vous n'arrivez pas à obtenir la forme et ça vous énerve, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Après que la première couche a séché, on nettoie la surface avec une spatule et passe aux couches suivantes. Là aussi, il y a de nombreuses subtilités, astuces et conseils pratiques. André en a parlé pendant environ 1 heure. Ce format n'a pas pu être inclus dans la vidéo principale, c'est pourquoi nous l'avons mis en ligne dans un fichier séparé. Pour approfondir le sujet, le lien de la vidéo est en description. Encore un point. Pourquoi appliquons-nous une grande quantité d'enduit en fines couches, soigneusement et sans se presser, si cela s'avère nécessaire? Parce que lorsque l'enduit prend, qu'il se polymérise, il dégage une grande quantité de chaleur. Pour ne pas parler en l'air, vérifions cela sur l'une des couches à l'aide d'un pyromètre. Voilà. Et cet endroit chauffe. Voilà. En réalité, ça chauffe pas mal, surtout en épaisseur. Autrement dit, si l'on applique une bonne épaisseur, plus l'épaisseur est importante, plus la tension interne est grande lorsque l'enduit se polymérise. Et cela génère de la chaleur. Pour ne pas rester dans la théorie, montrons concrètement pourquoi il est très important de respecter la technologie. Notre enduit mesure la température. 30. Et ici aussi, regardez, il y a aussi 28, 30, 31. C'est-à-dire que là où il y a plus d'enduit, ça chauffe davantage. 39, 40. Voilà. Ici, on voit toujours 25, n'est-ce pas? Hop, 34, 32, 31. Pourquoi? Parce que la couche est fine, oui. Mais là, tenez, une couche normale et on a une température de 85. Voilà, la température baisse. En gros, on a fait monter ce morceau d'enduit jusqu'à 90 degrés. L'étape suivante, après avoir appliqué correctement l'enduit, c'est de le poncer tout aussi correctement. Ici, il y a encore plus de nuances, mais nous n'allons pas nous y attarder aujourd'hui. Faisons simplement confiance à Andrei et obtenons le résultat final.
Et voilà, après encore une semaine d'Andréi, nous dégraissons la surface. C'est un bon signe, car après le dégraissage, il y a généralement l'application de l'après. Et comme vous le voyez, le signe ne s'est pas trompé. La première étape consiste à appliquer un après polyester en une bonne couche, car c'est sur celui-ci que nous allons finaliser la surface. À ce stade, il sert également de mastic liquide. Une fois la surface parfaitement nivelée, nous appliquons l'après noir de finition. Préparer soigneusement nos pièces chromées pour un nouveau chromage, si l'on peut dire ainsi, afin de leur redonner tout leur éclat. En effet, malgré tous nos efforts pour trouver du chrome de bonne qualité, après de nombreuses recherches et comparaisons, c'est finalement le meilleur que nous ayons pu obtenir. Quant à la qualité de fabrication des pièces, c'est une toute autre histoire, car il faut bien reconnaître qu'elles ne s'ajustent absolument pas les unes aux autres, ce qui complique sérieusement l'assemblage et demande des ajustements supplémentaires. La fonderie est très grossière, l'emboutissage aussi, ce qui ne nous convient pas, et nous allons donc retravailler ces aspects. Par exemple, cette baguette a des extrémités comme celle-ci. Tout cela a un aspect très grossier et nécessite évidemment des retouches. Le pare-choc porte également des traces d'une réparation précédente. Ici, on voit qu'il y a eu un pli qui a été redressé à la va-vite et nous allons aussi essayer de corriger ces défauts. En réalité, à 5 mètres de distance, l'aspect du chrome n'est pas mauvais, mais en y regardant de plus près, il est dans un état assez lamentable, je dirais à peine passable. Les poignées sont dans le même état que tout le chrome, avec des défauts importants dus au moulage, des bavures que nous allons poncer et arrondir. Oui, en effet, il y a un énorme problème avec les pièces chromées. Ceux qui se sont déjà occupés de la restauration de ce genre de voiture nous comprendront parfaitement. Il est évident qu'après 60 ans, il ne reste plus de pièces parfaitement conservées. Mais même si, par miracle, on trouve un tel chrome dans le garage de son grand-père, ce n'est pas si simple non plus. En fait, toutes ces pièces n'étaient déjà pas parfaites en sortie d'usine. Je parle ici de la forme et de la qualité de la fonderie. À l'époque, on ne se souciait pas vraiment des écarts et des ajustements. L'essentiel, c'était que ça tienne bien. Mais pour nous, cette option ne convient pas. En fait, nous modifions un peu la forme d'origine en essayant d'ajuster parfaitement les pièces les unes aux autres. De plus, selon notre conception du beau, certains trous et fixations sont superflus. C'est pourquoi nous les soudons, en essayant de créer une image parfaite. Nous avons corrigé du mieux que nous pouvions les points les plus critiques. Maintenant, nous emballons soigneusement tout cela dans une boîte et l'envoyons au gars de Golik Balnik 34. Et voilà, une semaine plus tard, les pièces sont à l'usine, à 2000 km de chez nous. Et comme vous pouvez le voir, on travaille déjà activement dessus. Après que nous ayons publié le coût de ce type de travaux sur notre chaîne Telegram, beaucoup ont écrit que c'était très cher. Je pense que ceux qui ont déjà eu affaire à une vraie galvanoplastie savent que pour ce genre de travail, ce n'est pas cher, c'est la norme. Mais reprenons tout dans l'ordre. Pourquoi est-ce si cher? Le processus de restauration des pièces chromées est extrêmement minutieux et demande beaucoup de travail. Pour commencer, on retire l'ancien revêtement et on évalue l'état de la pièce, car les années d'utilisation ont laissé des traces sur le métal. Ensuite, on procède à la restauration de la surface en ajoutant du métal et en égalisant la surface pour corriger les bosses et les rayures, là où c'est nécessaire. Ensuite, toute la surface de la pièce est poncée à la main jusqu'à obtenir un aspect miroir mat. Et ce n'est qu'après avoir amené la pièce à la perfection que vient l'étape de la galvanoplastie. C'est aussi une étape très importante. Ici, il est impossible de boucher les bosses avec du mastic. La pièce doit être composée à 100% de métal. C'est seulement dans ce cas qu'il sera possible de la chromer. Le processus de chromage est le plus complexe dans le monde de la galvanoplastie, car peu de gens savent qu'en réalité, le chrome est un revêtement multicouche. Et il commence par l'application d'une couche de cuivre sur la pièce, qui, à l'échelle microscopique, égalise la surface après le polissage, en comblant toutes les irrégularités. Cependant, ce revêtement de cuivre n'est pas encore l'étape finale du chromage. Pour obtenir un effet miroir, le revêtement de cuivre est soigneusement poli, puis recouvert d'une nouvelle couche. D'ailleurs, chaque section de la galvanoplastie constitue un système de bain contenant divers produits chimiques, équipés de chauffage et alimentés par un courant électrique dangereux et de forte intensité. Après la deuxième couche de cuivre, la pièce est envoyée à l'étape de nickelage. Le nickelage est nécessaire pour obtenir une surface encore plus lisse que celle que peut offrir le cuivre, ainsi que pour conférer de la dureté au revêtement et une résistance à la corrosion. Comme le chrome est un métal coûteux et difficile à appliquer, sa couche est relativement fine et c'est principalement la couche de nickel qui assure la protection anti-corrosion.
Et voilà, enfin, la pièce qui a déjà l'apparence d'un miroir est envoyée à l'étape de chromage. Comme le procédé de chromage est très complexe et implique l'utilisation de produits chimiques extrêmement dangereux, seuls quelques grands sites industriels peuvent se permettre d'avoir un atelier de chromage. De plus, les artisans capables de réaliser le chromage sont encore plus rares. Après des centaines d'heures de travail de spécialistes, la pièce est prête. Désormais, la surface est indiscernable de celle d'un miroir. Surtout, un tel revêtement ne se décollera pas, ne cloquera pas et nous ravira pendant des décennies. La réalisation de cette tâche a été rendue possible grâce à la société Ecotech, qui développe et produit les produits chimiques nécessaires à tous les procédés de galvanoplastie mentionnés, sans lesquels cette magie aurait été impossible. Ce sont les gars de Ecotech qui nous ont recommandé cette usine, car ils collaborent et leur font confiance. Tout le travail a été réalisé par l'équipe de Galvanica 34, de vrais professionnels. Je les recommande sans hésiter. Je laisserai le lien dans la description. Et voilà, après encore 2000 km, la livraison tant attendue est enfin arrivée. Oui, nous sommes vraiment heureux et à chaque nouvelle pièce déballée, nous le sommes encore plus. Je pense que cela se voit dans les yeux de Vincent. Là, franchement, c'est ouf. La calandre, c'était l'élément chromé le plus grand qu'on avait. Bon, le pare-choc, c'est évident, mais la calandre, elle est vraiment la plus massive, la plus imposante. Qu'est-ce qu'elle est stylée! Et la cerise sur le gâteau, c'est la calandre. Comme vous vous en souvenez, on avait une Volga de la 3e série, mais on a changé l'avant pour celui de la 2e série. Dans le langage populaire, on l'appelle le requin à cause de ses fentes verticales qui ressemblent à des dents. Je pense que tout ça n'a pas été fait pour rien. Elle donne à la voiture un aspect plus agressif et ça nous plaît vraiment beaucoup. Alors, le travail de restauration et de rechromage nous a coûté 360 000 roubles. En plus, nous avons dépensé 50 000 pour l'achat des pièces, ainsi que quelques semaines de notre travail et les frais de livraison. Au final, cette beauté miroir nous a coûté 450 000 roubles, soit exactement 5 000 $. Et enfin, la dernière pièce du puzzle est entre nos mains, ce qui signifie que nous passons à l'assemblage final. Et maintenant, parlons de ce qui fâche. Je ne suis pas du genre à paniquer, donc j'ai attendu jusqu'au dernier moment. Il y a de gros problèmes avec YouTube, on ne sait pas encore où ni comment nous allons continuer à publier, mais nous le ferons, c'est sûr. Pour ne pas nous perdre de vue, je vous demande de vous abonner à n'importe quel de nos réseaux sociaux qui vous convient. Telegram, Instagram, VK ou Zen. Tous les liens se trouvent dans la description. Les informations seront forcément relayées là-bas. Au final, le mécanisme correctement assemblé ressemble à ceci. Tout est fabriqué à partir de matériaux fiables, principalement en métal, et fonctionne comme une horloge suisse. Après avoir vu, même si ce n'est pas encore peint, mais tout de même le résultat final, il est devenu clair que le projet était réussi. Et c'est là qu'une idée nous est venue. Nous prévoyons de réaliser une petite série de ces voitures, car nous disposons de tous les moules, matrices et plans. Autrement dit, fabriquer encore quelques exemplaires de ce modèle serait maintenant 10 fois plus facile, plus simple et plus rapide. Il y a de fortes chances que nous puissions la légaliser. Mais pour l'instant, nous aimerions étudier l'intérêt potentiel et la demande. Il peut y avoir différentes options de réalisation. Donc, si quelqu'un est intéressé par commander une Volgazzi, écrivez-nous, nous en discuterons. Les contacts sont dans la description. La voiture peut aussi servir de show car ou véhicule publicitaire. Il reste 1 mois de travaux de carrosserie. Pour ajuster tous les jeux et les petits détails avant la peinture, merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous. La fin du projet est déjà proche. Nous en sommes à l'assemblage pré-final avant la peinture. Tout a été monté, tout a été assemblé afin de repérer d'éventuels défauts. Nous avons accordé l'attention nécessaire à chaque détail. Les vitres sont en place, le chrome est en place, les roues sont en place. Et cela signifie que c'est notre première sortie